Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où je me donne comme défi de vulgariser différents concepts liés à la performance physique et personnelle. Je me nomme Michael Cyr et je suis kinésiologue de formation. Mon but est de vous offrir les outils et le courage nécessaires pour vous aider à sortir de votre zone de confort et mieux vous préparer selon vos propres objectifs. Que ce soit par la science, mon expérience et celle de mes invités, j'espère transmettre un désir de progresser tout en créant une forme d'apprentissage autant physiquement que mentalement. Sans plus attendre, merci et bienvenue à La Barre Haute. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui est Parlons supplément, le café. Pourquoi je désire discuter du café avec vous, c'est que durant mon cursus universitaire, j'ai voulu aussi aller chercher une spécialisation dans le domaine de l'alimentation et au niveau des supplémentations. Le café était entre autres un des sujets d'études dans lequel j'ai traité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le café ou la caféine est la substance psychotrope la plus répandue au monde. On parle surtout en Amérique du Nord que près de 80% des adultes en consomment régulièrement. La raison première de sa consommation est surtout reliée aux effets stimulants qu'elle procure, soit au niveau de la vigilance et de la concentration. Depuis plus d'une dizaine d'années aussi, on a évalué l'intérêt de consommer du café ou la caféine en contexte de performance physique. La consommation de la caféine a également augmenté dans les dernières années. En moyenne, à peu près une personne consomme 3 cafés par jour, pour que ce soit pour les raisons énumérées précédemment ou simplement par le plaisir et son goût. On ne peut nier que la caféine aussi peut être un outil qui est intéressant selon le contexte. On parle entre autres de manque de sommeil, on cherche une certaine motivation aussi en prenant un café, mais ça peut aussi aller chercher une certaine optimisation de la performance. Dans cet épisode, je traiterai des 4 points suivants pour vous aider à bien tirer avantage de la caféine à votre quotidien. Le premier point est surtout les sources principales de caféine et ses effets. Le deuxième point relie surtout les recommandations journalières, la posologie, mais aussi certains mythes qu'on peut entendre au niveau de la caféine. Le troisième point est l'intérêt pour la performance cognitive, physique, mais aussi au niveau de l'aspect social. Et pour terminer, j'aime terminer le podcast avec certaines applications pratiques qu'on peut se servir au quotidien. J'aimerais aviser également que je ne cherche pas à traiter la caféine dans son ensemble. Je ne suis pas un expert dans le domaine nécessairement. Je cherche simplement à vous offrir les connaissances nécessaires pour que vous soyez outillés au mieux. Il y a d'autres podcasts qui peuvent traiter également le sujet aussi bien que moi, sinon plus en détail. On parle entre autres de Huberman Lab, de Zone Grise, Productif au quotidien et j'en passe. N'hésitez pas à discuter sur la page Instagram du podcast si vous désirez étoffer le sujet, que ce soit avec moi-même ou les auditeurs. Sur ce, bonne écoute. C'est le temps de débuter le premier point qui est les sources principales de caféine et ses effets. Les sources que j'ai utilisées pour expliquer, plutôt pour donner les différentes sources de café proviennent surtout du site de Santé Canada, donc sur canada.ca. Vous avez juste à aller sur Google, donc taper par exemple source de café Santé Canada, puis vous allez avoir vraiment l'information. Entre autres, je ne vais pas tout donner les informations, ou plutôt les sources en tant que telles, mais surtout les sources principales qu'on a tendance à consommer régulièrement. La première source de caféine est bien entendu le café. On parle de café infusé, torréfié, moulu, déca, instantané, ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi par rapport aux produits du café, c'est que les différentes méthodes de fabrication, que ce soit infusé, que ce soit sous forme d'espresso, etc., mais il y a certaines quantités qui peuvent être plus élevées de caféine versus moins pour d'autres. On parle entre autres au niveau café infusé qu'on peut retrouver entre autres chez Tim Hortons ou encore les plus grandes chaînes de café ou plutôt de fast-food, exemple, qu'on peut retrouver entre autres 135 mg de caféine par tasse. Et au niveau du café filtre, c'est augmenté, c'est encore à 179 mg. Donc, le café filtre est celui qu'on consomme le plus. Si on pourrait comparer, par exemple, à l'espresso, le taux de caféine est vraiment en dessous des 100 mg, donc entre 70 à 90 mg. On a aussi du café instantané, des caféinés et ainsi de suite. Donc, je n'irai pas plus en détail par rapport au café. Il y a aussi au niveau du thé qu'on peut retrouver différentes sources de caféine. On a le thé noir ou le thé vert, entre autres, qu'on peut consommer entre 30 à 50 mg de caféine par rapport à la tasse consommée. Il y a aussi du thé instantané puis aussi du décaféiné. On s'entend que tout ce qui est décaféiné consomme très peu de café, entre 0 à 3 mg en tant que tel.
Donc, ça pourrait être intéressant de noter si vous désirez prendre un café, par exemple, le soir. Par rapport aussi aux autres sources de café, de caféine, en fait, mais on n'est pas obligé, si on n'aime pas trop le café ou le thé, d'aller dans des produits qui peuvent être peut-être plus intéressants pour vous, pour votre consommation, mais c'est toujours à prendre avec parcimonie. On parle entre autres au niveau de la boisson gazeuse dans laquelle on consomme de la caféine par rapport au cola et au cola diète. Les consommations de caféine sont équivalentes pour ce qui est d'une canette, donc 355 ml. On parle de 36-39 à 46-50 mg. Donc, c'est quand même beaucoup moindre que le café, mais on peut constater par contre que la quantité de caféine est présente. Dans les autres produits qu'on peut retrouver aussi de la caféine, c'est surtout tous les produits qui sont à base de cacao. Donc, le chocolat en tant que tel. Donc, on parle surtout au niveau du lait au chocolat, ce qu'on peut avoir par une tasse 8 mg. Il y a aussi les friandises comme le chocolat au lait, 7 mg, mais aussi le chocolat de cuisson, le gâteau au chocolat aussi, étonnamment pour un 80 g. Donc, 2 à 3 onces de gâteau au chocolat, on peut retrouver 36 mg quand même pour un simple dessert. Il y a aussi les carreaux au chocolat, les mousses au chocolat, le pudding au chocolat qui en contiennent un peu moins. Donc, c'est important à prendre en considération par rapport à ça. Maintenant, au niveau des effets qu'on peut retrouver en consommant de la caféine, comme je l'avais déjà dit d'entrée de jeu, la caféine est une substance qui est psychotrope, donc qui permet entre autres de stimuler le cerveau. Comme je l'avais déjà dit aussi au début du podcast, le café ou la caféine en tant que telle aide à améliorer la vigilance et aussi la concentration, donc qui permet entre autres de nous aider à exécuter certaines tâches cognitives qui sont relativement simples. Elle a aussi un effet qui est positif sur l'humeur, puis aussi nous permet de retarder la fatigue. Ça, je dirais que c'est vraiment le plus gros attrait qu'on peut retrouver en consommant un bon café le matin, entre autres. Elle peut aussi nous aider à améliorer en fait certaines capacités pour des tâches physiques qui demandent de l'endurance. Et ça, tout ce que je viens de dire, c'est à prendre en considération si notre taux de consommation est relativement stable et plutôt équilibré. Si on s'en va plutôt dans une consommation qui est excessive, donc on va y revenir plus tard, j'ai un exemple de plus de 3 cafés par jour en tant que tel, on pourrait considérer qu'un excès de caféine peut provoquer certains symptômes comme des maux de tête, des maux d'estomac, de la nervosité. Ça peut aussi nous empêcher de s'endormir rapidement. Donc, il y a quand même des effets reliés à la caféine au niveau négatif si on ne prend pas trop en considération notre consommation actuelle. Ça me vient à penser que j'aimerais traiter d'un mythe qu'on entend souvent parler par rapport au café, c'est surtout les effets qui sont déshydratants par rapport à la consommation de café et aussi la consommation de caféine en tant que telle. Ce qui a été démontré, c'est qu'en vérité, les effets déshydratants ne sont pas du tout expliqués par la consommation de caféine. Par contre, on sait que la caféine a un effet qui est diurétique. Ça veut dire que pour une certaine consommation de caféine en tant que telle, on peut avoir davantage envie d'aller uriner. Donc ça, c'est à prendre en considération et c'est à force de toujours uriner aussi que là, on pourrait potentiellement dire qu'il y aurait un effet qui est déshydratant. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est si on consomme régulièrement des liquides, entre autres le café fait partie des liquides qu'on peut consommer, mais le taux de déshydratation n'est pas nécessairement expliqué par ça. L'effet diurétique apparaît surtout pour une consommation, disons, de 3 et même à 4 tasses de café filtre par jour, donc vraiment au-delà de 400 mg ou s'y rapprochant. Petit résumé du premier point. Donc, les sources principales de caféine sont entre autres le café sous ses différentes formes, le thé également. On oublie également tous les produits décaféinés. Puis, on peut aussi en retrouver dans les différentes sources de cacao, donc le chocolat en tant que tel. Également au niveau des effets, on s'entend qu'il y a des effets qui sont positifs, mais aussi qui sont négatifs si on consomme le café de manière excessive. Pour terminer le premier point, sachez que dans la description du podcast, je vais laisser les liens des différentes sources que j'ai utilisées pour construire l'épisode. Pour le deuxième point, je vais traiter des recommandations journalières ainsi que la posologie, donc plutôt la quantité à consommer par jour. Pour ce qui est des recommandations, on parle d'un maximum de 400 mg de caféine à consommer par jour. On pourrait considérer en fait que la consommation devient excessive et qu'on développe des signes et symptômes, en fait, comme j'ai énuméré
plus tôt. Par rapport à ça aussi, on pourrait recommander 200-300 mg de manière safe, de manière sécuritaire. Au niveau de la posologie, ce qui est intéressant à considérer aussi, c'est qu'on peut appliquer une forme plus spécifique en fait des recommandations par rapport à notre poids corporel, donc qui se fait par kilogramme. En moyenne, ce qui est recommandé, c'est de 3 à 6 mg en fait par kilo de poids par jour, par personne dans le fond. Maximum 9 mg, gros max. Donc, si par exemple vous pesez, je donne un chiffre au hasard, 100 kg, donc on fait tout simplement la conversion, donc 3 mg qui est le minimum fois 100, donc on considère qu'on peut aller jusqu'à maximum 300 mg, et ça c'est vraiment pour quelqu'un qui pèse 100 kg. Si on pèse par exemple aux alentours de 50 kg, qui est environ une centaine de livres, on considère donc que le 3 à 6 mg, mais ça peut être davantage vers 150 à plutôt 300 mg. Donc là, on voit déjà qu'il y a un certain gap aussi. Donc, une personne qui pèse 50 kg ne peut pas avoir la même quantité à consommer qu'une personne qui en pèse 100. Donc, c'est ça c'est à prendre en considération. Je vais ajouter une petite information supplémentaire aussi. Quand je parle de 400 mg, c'est surtout au niveau des adultes, donc de 18 ans et plus, donc le maximal recommandé. Si par contre, vous êtes une femme qui prévoit devenir enceinte, bien là, les apports quotidiens maximaux devraient être aux alentours de 300 mg. Les personnes qui sont enceintes actuellement est aussi aux alentours de 300 mg, et même chose pour les personnes qui allaitent. Pour ce qui est des enfants et des adolescents aussi, comme là je vous ai mentionné par rapport à 3 à 6 mg par jour pour les adultes, mais pour les enfants et adolescents, donc moins de 18 ans, on parle d'en moyenne 2,5 mg par kilo de poids corporel à considérer. Donc, on s'entend, les adolescents, entre autres, ou plutôt les jeunes adultes, ont tendance peut-être à consommer davantage de boissons énergisantes qui contiennent une bonne quantité de caféine aussi à l'intérieur. Donc, il faudrait prendre en considération si jamais vous constatez que vous-même ou un de vos jeunes consomme beaucoup ce type de produit-là. Donc là, on pourrait voir que l'apport quotidien maximal recommandé pourrait potentiellement être dépassé. Puis, on se rappelle aussi les différents signes et symptômes que j'ai nommés au point 1, mais j'ai aussi oublié de mentionner également l'irritabilité qui pourrait être une forme plutôt de symptômes qui pourraient potentiellement gêner certaines personnes. Petit résumé rapide du point numéro 2. Donc, les recommandations journalières maximales recommandées pour les adultes de 18 ans et plus, ce sont de 400 mg. Pour ce qui est des femmes enceintes et qui allaitent ou qui prévoient l'être, 300 mg. Et, très important, pour les adolescents, 2,5 mg par kilo de poids corporel. Pour ce qui est des adultes, la recommandation par rapport au kilogramme de poids est de 3 à 6 mg aussi, ce qui nous permet en fait de mieux mesurer de manière spécifique aussi votre consommation. Et également, je vous invite à vous remettre en question par rapport à votre consommation actuelle de café. Moi-même qui est un grand consommateur de café, j'essaie de faire très attention là-dessus. Il m'arrive de dépasser, mais on s'entend que ce serait plutôt de voir ça selon une moyenne dans la semaine plutôt que par jour. Je dis ça comme ça parce qu'il peut nous arriver dans certains moments de la semaine où qu'on est de plus en plus fatigué, par exemple, on a très mal dormi, on a un nouveau-né à la maison, donc une consommation de café un peu plus augmentée, disons, à certaines périodes, à une période précise, en fait, bien, ça pourrait nous aider, en fait, à mieux aller de l'avant puis à mieux passer notre journée. Mais c'est surtout de faire attention, en fait, de répéter le même schéma tout au long de la semaine. C'est là qu'on pourrait se dire que la consommation de café pourrait devenir excessive. Nous sommes maintenant rendus au troisième point qui est l'intérêt du café pour la performance cognitive, physique et aspect social. Avant vraiment d'aller sur le vif du sujet, je vais juste faire un petit retour par rapport au point numéro 2. Comme je vous ai dit, au niveau de votre consommation par kilogramme de poids corporel, mais vous avez la consommation minimale de 3, 6 et 9 mg. Pourquoi je parle de ces trois chiffres particuliers? C'est qu'on a constaté dans certaines études que la consommation optimale pour vraiment avoir les effets intéressants sur les effets positifs du café, entre autres, c'est aux alentours de 6 à 9 mg. C'est là qu'on retrouve en fait plutôt un effet qui est beaucoup plus significatif.
Par contre, il serait prendre en considération que vous consommez une 6 ou 9, ce qui fonctionne le mieux, c'est 6 mg en fait par rapport à ça. Si vous consommez vers le 9 mg, ben, les effets vont être similaires au niveau de la concentration de la vigilance, mais par contre, comme j'avais dit au point numéro 1, donc la consommation excessive de caféine, donc on pourrait parler de 9 mg par kilo de poids, ben, ça pourrait potentiellement vous donner un effet diurétique, donc ça pourrait vous gêner quand c'est le moment d'être performant. Par rapport aux performances physiques aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que la caféine a beaucoup été étudiée pour les sports d'endurance. Ce que ça fait, entre autres, bien, ça permet, entre autres, de retarder la fatigue, oui, sur des efforts de longue durée, mais aussi d'aller chercher davantage les lipides qui sont vraiment une source inépuisable d'énergie qui est surtout utilisée pour les sports de longue durée. Et ça permet aussi de préserver davantage le taux de glycogène dans le corps, donc de glucides, qui aussi est la source principale d'énergie qui permet en fait de se démarquer, donc d'être beaucoup plus performant. Maintenant, au niveau cognitif, j'aimerais ça peut-être vous donner un exemple pour bien illustrer les propos. Donc, j'y vais avec cet exemple, je pense qu'il pourrait vous parler. Par exemple, je suis un nouveau père, j'ai un nouveau-né à la maison, donc les nuits sont plus ou moins difficiles. Donc, au niveau cognitif, c'est plus ou moins facile parce que j'arrive à oublier, par exemple, certaines tâches qui sont faciles. J'arrive à oublier, par exemple, certains points qui pourraient être importants, peut-être pour la routine de l'enfant. Je deviens irritable, j'ai de la difficulté justement à me contrôler. Donc, comme j'avais déjà mentionné dans le point numéro 1, l'intérêt au niveau cognitif par rapport aux effets du café ou de la caféine, mais c'est que ça permet entre autres d'améliorer l'humeur, ça peut retarder la fatigue ou plutôt éliminer temporairement la sensation de fatigue si on a fait de courtes nuits. Ça permet d'être un petit peu plus vigilant aussi et ça permet aussi d'améliorer la concentration. Donc, quand, par exemple, ça va plus ou moins bien, j'ai plus ou moins bien dormi, mais là, je peux augmenter temporairement mon niveau de caféine dans le corps pour ensuite mieux fonctionner, être en meilleure capacité, en meilleure performance cognitive aussi. Il y a aussi une raison pourquoi j'ai mentionné au point numéro 3 que je voulais parler de l'aspect social. C'est qu'au niveau social, le café, ce qui est intéressant, donc la consommation de café, ça peut aussi aller amener un certain bien-être aussi chez la personne ou les personnes qui consomment du café, entre autres par le fait des fois de sortir prendre un café avec un ami, de prendre un café avec ses collègues, discuter. Donc juste l'action en tant que telle, c'est vraiment intéressant pour ce qui est d'aller chercher un effet de bien-être physique, un bien-être mental, autre que simplement le fait de consommer de la caféine. On pourrait très bien prendre un café décaféiné, un thé décaféiné également, puis ça pourrait potentiellement donner les mêmes effets. Donc, on parle, entre autres, si on fait un résumé du point numéro 3, c'est qu'au niveau cognitif, ça permet d'améliorer l'humeur, retarder la fatigue, améliorer la vigilance, améliorer la concentration également. La caféine permet aussi d'améliorer les performances physiques dans les sports d'endurance. Et au niveau social, ben, c'est toujours très intéressant au niveau mental de prendre un moment pour soi, prendre un café avec un ami, prendre un café tout simplement, juste l'action en tant que telle, c'est super bénéfique. Et c'est ce qui englobe en fait le point numéro 3. Nous sommes maintenant rendus au point numéro 4 qui est également le dernier point de l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Le point en tant que tel que j'aimerais aborder, c'est surtout comment on pourrait faire en sorte que les informations que je viens de vous donner puissent maintenant s'appliquer dans la vie de tous les jours ou en fonction de vos objectifs. Ce qui est important de noter, c'est que les effets reliés à la consommation de caféine n'agissent pas tout de suite. Ça prend approximativement 30 minutes à 1 heure, 1 heure et demie avant de voir les effets se faire ressentir. Donc, quand on parle des effets, on parle de l'amélioration de la vigilance, l'amélioration de la concentration, également un effet de retard de fatigue pour des activités soit physiques ou cognitives. Donc, pour illustrer le dernier point, je vais utiliser 2 exemples qui pourraient potentiellement vous rejoindre. Le premier exemple est si je désire m'entraîner, par exemple, sur l'heure du dîner et que j'ai un manque de motivation, je ressens un petit peu plus la fatigue des derniers jours, mais vu que mon entraînement est sur l'heure du dîner, mais je m'assure de peut-être consommer une quantité suffisante de caféine 30 minutes
à 1 heure avant la séance, donc à peu près 11 heures à 11h30 avant de débuter la séance. Donc comme ça, j'aurai au moins les effets intéressants pour ce qui est de la consommation, pour ce qui est de la caféine en tant que telle. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que si vous connaissez votre quantité à consommer par kilogramme de poids, bien là, vous allez déjà avoir au moins la quantité qui pourrait être adéquate en moyenne pour que ça marche. Donc, si votre consommation est de 6 mg, comme je l'avais dit dans le point ou dans les points précédents, par kilogramme de poids et que je pèse 70 kg, mais si je fais la conversion 6 fois 70, mais là, je me rends compte qu'il faut que je consomme 420 mg de caféine dans les minutes ou l'heure précédant mon entraînement pour avoir un effet quand même assez important. Donc, pour ce qui est de 420 mg, si on se réfère aux sources de caféine que je vous ai énumérées tout à l'heure, mais ça pourrait potentiellement être 2 à 3 tasses de café filtre, donc à peu près 135-140 mg de caféine. Puis ça, ce serait en fait normalement la consommation que j'aurais besoin pour améliorer mes performances physiques, au moins ce qui entrait pour les entraînements d'endurance. Mais attendons-nous que si on se réfère à l'apport quotidien maximal recommandé par Santé Canada pour les adultes, mais là, on dépasserait légèrement, donc de 20 mg, l'apport recommandé, donc qui était de 400 mg. Donc peut-être que c'est plus ou moins réaliste et on s'entend que si on dépasse la consommation moyenne au-delà peut-être de 200-300 mg, mais là, on pourrait avoir potentiellement des effets qui pourraient être négatifs à long terme. Encore là, on parle d'une moyenne sur une semaine. Et aussi, on pourrait activer l'effet diurétique du café. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est que, par exemple, si je pèse 70 kg, bien, je m'assure peut-être que ma consommation de caféine soit en dessous de l'apport quotidien maximal, puis on s'entend que c'est dans la journée. Donc, ce n'est pas dans l'immédiat. Donc, par exemple, on pourrait aller un petit peu plus près du 3 mg versus le 6 mg. Donc, encore là, peut-être que 2 cafés filtres au lieu de 3 ou 4 serait peut-être adéquat. On se rappelle aussi qu'il n'y a pas juste le café qui est une source intéressante de caféine. Bien sûr, il y a le thé, il y a aussi le chocolat en tant que tel. Mais encore là, c'est sûr que ça dépend aussi de vos habitudes puis de vos envies. Les pilules de caféine peuvent aussi être une option intéressante en dehors du café, étant donné que si vous n'êtes pas de très grand consommateur de café, ça pourrait au moins potentiellement vous aider à avoir la quantité suffisante pour avoir les effets désirés de la caféine. Concernant le deuxième exemple, donc je suis travailleur de bureau, je suis en milieu de semaine, je commence à avoir un petit peu de fatigue, ainsi de suite. Je consomme du café régulièrement aussi. Donc, mettons, je suis en milieu de semaine, ma pause est à 10 heures, donc ça fait quelques heures que j'ai commencé à travailler, je n'ai pas encore pris de café, donc je prends ce moment de pause-là pour prendre un café et discuter avec mes collègues. Donc, déjà là, ce qui arrive, c'est que je me donne un moment personnel pour relaxer, donc mettre temporairement mon cerveau à off pour me reposer, puis en plus, bien, je viens en même temps aller sécréter peut-être un peu de dopamine juste par le fait de consommer un café entre amis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lors de ma consommation à 10 heures, bien là, je sais que 30 minutes à 1 heure après, bien, je vais augmenter temporairement mon niveau de concentration. Donc, je vais pouvoir déjà être en mesure de terminer ou plutôt de continuer une tâche importante avant la fin de l'avant-midi. Donc, deux choses qui se passent à ce niveau-là. Premièrement, je prends une pause et je me recentre simplement par le geste de prendre un café. Et étant donné que, mettons, ma pause a duré une quinzaine de minutes, mais là, je sais que 15 minutes après ou 45 minutes après, dépendamment de votre niveau de tolérance, bien, je vais déjà être préparé en moins de temps pour une tâche un peu plus difficile, qui demande un peu plus de concentration. Donc déjà, cette situation-là, bien, ça me permet, entre autres, juste de me recentrer et de repartir vraiment pour devenir beaucoup plus productif avant la fin du dîner. Et si en plus je suis un travailleur qui a le temps de s'entraîner sur l'heure du dîner, mais encore là, c'est la meilleure situation pour avoir tous les effets disponibles que la caféine peut donner. Donc, bien sûr, je parle des effets positifs. Puis encore là, si je ne suis pas un consommateur régulier de café, donc je préfère m'orienter vers le thé ou encore les pilules de caféine, mais là, ça peut être intéressant quand même parce que les cafés, le thé et les pilules sont vraiment les trois
principale source de caféine, où est-ce que tu peux en retrouver le plus. C'est sûr que tu consommes, par exemple, beaucoup de palettes de chocolat, exemple, pour aller chercher la dose recommandée de caféine pour vraiment avoir un effet intéressant. Là, on s'entend que c'est peut-être pas la meilleure idée en soi. Je tiens à spécifier également que ce sont deux mises en situation que j'ai moi-même élaborées. Je n'ai pas parlé nécessairement de qu'est-ce qui peut arriver si vous êtes de trop grands consommateurs de café. Donc, j'avais déjà donné quelques exemples d'effets négatifs. Moi, mon but, c'était plutôt de vous démontrer comment vous pouvez appliquer ces informations-là pour optimiser l'utilisation de la consommation de caféine. Pour résumer, le premier point était entre autres au niveau des sources principales de caféine, les effets reliés à la caféine ainsi qu'un des mythes qu'on trouve dans le domaine de la consommation de caféine. Le deuxième point était surtout relié à les différentes recommandations journalières aussi en fonction du poids corporel et par rapport aux apports quotidiens maximales. Le troisième point, j'avais discuté avec vous de l'intérêt de la consommation de caféine pour la performance cognitive physique au niveau de l'aspect social et le dernier point étant comment je pourrais appliquer toutes ces informations-là pour optimiser ma consommation pour ma productivité et mes performances. Donc, si jamais vous avez des questions, que vous avez des interrogations, que vous laissez un commentaire ou que vous avez d'autres points que vous voudriez discuter ou étoffer avec moi, vous pouvez toujours aller voir ma page Instagram. Et n'oubliez pas que je suis aussi sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Merci à tous. Je vous souhaite de bien prendre le temps de bien apprécier votre café ou votre thé. Et on se voit pour un prochain épisode au podcast La Barre Haute.